Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent à ce webinaire en tant que participant, surtout aussi à nos invités. Donc, je rappelle une règle qui est celle de teindre vos micros et vos caméras pour laisser le maximum la bande passante et la qualité pour les intervenants. Je rappelle aussi que c'est enregistré et donc vous allez pouvoir accéder au replay ensuite. Donc, alors bien sûr pour les participants du MOOC, mais si parmi vous, certains d'entre vous se sont connectés sans être inscrits encore au MOOC, vous pourrez accéder aussi et vous recevrez, vous étiez inscrit, un lien pour vous connecter au webinaire. Voilà, donc nous allons dans un premier temps faire connaissance avec nos invités. Et donc, je vais leur proposer successivement de se présenter. Donc, je vais commencer par Nadia. Est-ce que Nadia... Allez-y. Je suis Madame Abdi Nagia, je suis directrice adjointe dans un foyer d'accueil médicalisé de l'association UNAPI 92 qui accueille des personnes en situation pôle handicap et autistes. Le foyer d'accueil médicalisé est regroupé aussi un centre habitat avec d'autres établissements, foyers d'hébergement et foyers de vie qui comptent à peu près 100 résidents pour à peu près 100 résidents pour à peu près 80 professionnels. Bonjour à vous toutes et tous. Donc, je suis Patrick Charpentier. Alors, actuellement, je suis président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine avec une identité associative d'une association agréée qui est l'AFM Téléthon. Et à ce titre-là, professionnellement, j'ai travaillé pendant 17 ans dans cette association au niveau de la direction d'un service régional d'aide et d'information sur la région Limousin-Poitou-Charentes. Bonjour tout le monde, Sylvie Boss, je travaille à BUC Ressources qui relève de la sauvegarde des Yvelines du côté de Versailles. J'exerce une fonction d'ingénieur pédagogique, donc c'est un centre de formation au métier du travail social. Et je suis également formatrice sur les questions du numérique en travail social. Et puis, j'ai une expérience de déploiement de différents logiciels, un dossier informatisé en CHRS et 2 autres logiciels en centre de formation. Voilà, j'ai également exercé la fonction de référent RGPD. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Olivier Chiré, je suis chef de produit du logiciel NetVie pour la société Teranga Software. Donc, on propose des solutions pour les établissements médico-sociaux. Et je vous détaillerai un petit peu plus tout à l'heure les différentes applications qu'on propose. Nous avons, avec le plan SMS numérique, nous sommes en plein cœur, je dirais, des appels à projets et des décisions qui permettent aujourd'hui d'équiper bon nombre d'établissements. Donc, je pense que beaucoup de participants sont dans ce cadre-là aujourd'hui et intéressés pour ce webinaire. Donc, je ne vais pas garder la parole très longtemps, je vais surtout vous donner la parole pour partager vos expériences. Alors, écoutez, je vais donner la parole donc à Nadia pour partager son expérience. Donc, peut-être nous rappeler brièvement la mise en place de votre logiciel et surtout aujourd'hui, quels sont les usages qui sont développés dans votre établissement, Nadia, de façon à pouvoir nous expliquer la façon dont les différents professionnels se saisissent de cet outil pour partager des informations et assurer la coordination d'accompagnement des personnes que vous accueillez. D'accord, merci. Donc, en fait, la mise en place d'un dossier usager informatisé, ça a été vraiment le parcours du combattant. Je m'explique. C'est que début 2017, nous avons en fait décidé de passer à un logiciel, à ce logiciel du dossier usager informatisé, afin de délaisser les dossiers papier et cahiers qui rendaient, ça vous le savez, compliqué le partage d'informations et le suivi du parcours ou de santé de l'usager. Avant son déploiement, on avait déjà en fait anticipé
il était nécessaire d'adapter justement les méthodes de travail et les former aux nouvelles technologies parce que nous avons en fait des salariés, 45% de nos salariés avaient des difficultés dans l'utilisation informatique et 60% dans les écrits professionnels. Donc, on avait fait un état des lieux, un diagnostic déjà du centre habitat, de tous les services qu'il y avait au centre habitat. Et donc, il était nécessaire de les former avant la mise en place du dossier usager informatisé. Donc, l'association UNAPI 92 a fait appel à plusieurs prestataires qui présentaient, en fait, qui proposaient des dossiers, des logiciels. On a mis en place un copil et des groupes de travail afin de choisir le logiciel le plus adapté. À savoir qu'on en a vu passer, on en a vu à peu près 4. Et je vous assure qu'ils sont très complets avec des modules et des systèmes trop nombreux qui peut rendre difficile l'application des différents acteurs et peuvent ne pas en fait s'y retrouver. Donc, il paraissait très essentiel et primordial que les professionnels utilisateurs soient formés aux enjeux du dossier usager informatisé, à l'utilisation de l'outil informatique. Il ne suffit pas en fait de balancer une notice technique de l'éditeur du logiciel. Il fallait vraiment prendre en compte chaque formation. Il fallait mettre en place des formations pour chaque module du logiciel. Donc, nous avons accompagné l'ensemble des professionnels à l'usage du dossier usager informatisé en les formant pour chaque module. Soit, je vais vous donner quelques exemples, le cahier de transmission qui transmet facilement pour retrouver rapidement une information partagée avec l'équipe où vous soyez. Et permet de fiabiliser et faciliter les échanges entre les équipes. Il y a aussi un mur d'information, une vue générale, ce qui s'est passé pendant l'absence d'un salarié peut retrouver facilement une information sur un usager. Il y a des systèmes de couleurs qui sont très différenciés sur n'importe quel type d'information, des notifications qui parviennent sur des messages importants. Il y a des alertes, ça c'est pas mal aussi, des alertes en fait qui garantissent la lecture des informations. Il y a les agendas, c'est gérer en fait à un seul endroit les plannings des usagers, des professionnels, du matériel ou des locaux. C'est un agenda partagé. Il y a le dossier en fait unique qui centralise toutes les informations de l'usager. Et puis, c'est partagé aussi avec les ayants droit et partenaires. Le logiciel, en fait, centralise les données administratives, médicales, sociales, psychologiques et éducatives dans le dossier usager sous forme de fiches. C'est très, très bien conçu. Donc, il y a le projet personnalisé. Ça, voilà, vous savez, des objectifs à court, moyen et long terme. Donc, il y a un outil, en fait, c'est un outil vraiment de suivi. Il y a aussi tout ce qui concerne le DLU, le dossier soins. Donc, aujourd'hui, si on n'est pas passé par la formation, je pense que les salariés auraient une très grande difficulté à s'en servir. La formation a été, je pense, le bénéfice en fait, et puis la réussite aujourd'hui que les salariés savent en fait l'utiliser. Et justement, on a un service qui a mis du temps entre la formation et la mise en place du dossier, du logiciel. Ils ont perdu en fait les notions de comment l'utiliser. Donc en fait, et ça aussi c'est un point en fait négatif, il faut dès l'instant où on est formé, il faut tout de suite l'utiliser. Parce qu'il y a tellement d'items, tellement de choses qu'on perd vraiment en fait les notions en fait de la formation. Et aujourd'hui, je dois dire qu'en fait les professionnels l'utilisent d'une façon très simplifiée. Ils sont très ravis. C'est une plus-value pour à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Par contre, au niveau des usagers, c'est pas du tout adapté. J'ai regardé dans les plusieurs, après, bon, monsieur Olivier Charles peut-être va nous en parler, mais il y a un gros travail à faire.
un gros travail à faire pour qu'il soit adapté aux usagers. Je ne sais pas, pour savoir, voilà, pour le FALC, facile à comprendre et à lire. On a essayé, en fait, et puis ils délaissent en fait ce logiciel parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Ils ne le demandent pas, ils ne demandent pas par rapport même à leur dossier de soins, ils ne le demandent pas, ils ne sont pas du tout en fait intéressés parce qu'il n'est pas attractif et ils ne comprennent pas. Ça, on a essayé avec quelques usagers du foyer d'hébergement qui ont la capacité, aux femmes, non, aux femmes, alors là, ce n'est pas la peine. J'ai des personnes polyhandicapées et autistes, c'est pas du tout adapté. Ça, faut vraiment, là, enfin, c'est surtout pour les personnes en fait qui ont en fait déficience en fait voilà psy, mais qui ont cette capacité en fait à utiliser l'informatique. Mais ce n'est pas du tout adapté, pas du tout adapté. Donc il y a un gros travail à faire. Les parents, les familles, les tuteurs demandent à avoir accès au logiciel. On est en cours justement par rapport à ce travail de collaboration. Eux, par contre, les tuteurs demandent d'avoir accès, mais c'est compliqué parce que voilà, vous le savez, il y a des informations qu'on ne peut pas en fait donner. Il y a aussi la discrétion en fait professionnelle et ils veulent avoir accès. Les parents demandent d'avoir accès aux transmissions. Comment dire que le dossier en fait, le logiciel que nous avons là en place est vraiment une plus-value pour les équipes. Vraiment, on revient de loin. On revient de loin. Merci beaucoup pour cette première présentation. Il y aura sans doute des questions qui vont vous être posées. Donc, je crois que vous avez fait le lien avec les attentes des usagers en signalant que pour l'instant, votre dossier n'était peut-être pas tout à fait adapté. Alors, Monsieur Charpentier, est-ce que vous pourriez justement être le porte-parole des représentants des usagers et peut-être effectivement exprimer aujourd'hui quelles sont les attentes des usagers au niveau d'un dossier usager? Alors, écoutez, moi, ce que je pense qui va devoir automatiquement être porté complémentairement entre justement les professionnels des établissements et automatiquement les usagers concernés ou leurs représentants. Il y a actuellement une charte qui existe qui s'appelle la charte du parcours santé, ensemble pour notre santé. Je pense que, et ce que j'entends me le confirme, c'est qu'on est souvent parti d'outils pour les professionnels sans se soucier que pour ces professionnels, il y avait un dénominateur commun qui était le patient, qui était l'usager, le résident, avec, comme dit madame, des compétences en capacité de pouvoir l'investir ou malheureusement des difficultés cognitives, motrices qui font que dans l'impossibilité, il est nécessaire de s'appuyer sur la famille ou sur éventuellement les tuteurs qui sont également à leur côté. Alors, je profite de l'occasion parce que justement, on est en train aujourd'hui sur ce volet du numérique, c'est-à-dire que la compensation de demain, elle va avoir une palette avec 3 axes. La dimension humaine, la dimension technique et la dimension numérique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une fragilité sur la première, il y a une technicité très, très pointue sur la seconde, et le numérique va rentrer dans une pratique à court, moyen terme pour bon nombre de citoyens français. Vous avez vu que le ministre de la Santé a lancé très récemment le dossier concernant mon espace santé. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, M. Elbod, qui est notre directeur régional, a fait une conférence de presse pour relayer à l'échelle de la région la mise en place de ce dispositif au niveau de mon espace santé. Vous avez parlé du DMP très précédemment, mais le DMP a été un échec parce qu'il a été ouvert, mais il n'a jamais été renseigné à hauteur d'un contenu qui devait l'intégrer. Donc l'enjeu aujourd'hui au niveau des partenaires que nous sommes et que vous êtes, c'est comment faire de cet espace santé numérique une réussite collective. Et je vais simplement vous donner au niveau un petit peu de la place que nous avons pris au niveau de France Asso Santé, la place que nous prenons aujourd'hui en région à côté de l'ARS, à côté du dispositif ESEA, qui est la référence numérique informatique sur la région, avec les caisses primaires d'assurance maladie. Je vais simplement vous dire qu'aujourd'hui, pour notre président, M. Raymond,
construire un nouveau système de santé sans ceux qui en sont les premiers acteurs, c'est-à-dire nous, les usagers de la santé et les citoyens, est aujourd'hui inconcevable. On va fêter les 20 ans de la loi Kouchner. La loi Kouchner, elle était simplement sur les droits des malades. Elle était aussi et tout autant sur ce que nous commençons à continuer à porter, c'est-à-dire de cette compétence de la personne, de la compétence des professionnels, comment on peut co-construire dans un consentement éclairé le respect dans le libre choix du citoyen et bien sûr avec la complémentarité opérationnelle et compétente des professionnels. C'est un véritable enjeu. Sachez que sur ce dossier, nous y prendrons toute notre place. Alors, est-ce que dans la partie justement d'un dossier professionnel, quelles sont les informations auxquelles il vous paraît légitime pour les usagers de pouvoir accéder? Alors, peut-être prioritairement, est-ce qu'il y a des informations qui vous paraissent plus importantes ou des précautions qui vous paraissent nécessaires à… Il y a aujourd'hui différents parcours au niveau éventuellement de ce que est aujourd'hui la santé au sens de l'OMS. On a des parcours qui sont le parcours d'un citoyen lambda qui n'est pas concerné par de handicap, par le vieillissement, par des maladies chroniques, neurodégénératives ou autres. Et je vais dire que le contenu un petit peu de ce qui va être son dossier, il va être de toute façon consenti avec le libre choix que l'usager veut que ces données soient recueillies. Pour un parcours qui est plus complexe sur des maladies chroniques, je crois qu'on doit être également dans le libre choix de pouvoir justement investir, mais avoir un dossier qui permet aussi de faire dans des parcours complexes, avec les outils numériques qui sont aujourd'hui l'interopérabilité qui va être nécessaire entre l'hôpital, entre éventuellement le soin de premier recours, entre le médecin ou les associations, cette dimension de pouvoir y mettre tout ce qui va concerner, ça veut dire des comptes rendus, des radios, etc., etc. Mais avec le fait que de toute façon, à un moment donné, il n'y a qu'à besoin de ce consentement de la personne qui est concernée. Voilà. Et qui, dans ce libre choix, va automatiquement livrer ces données parce qu'il y va de sa santé. Et par contre, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette notion d'information, de communication, éventuellement d'outils qui sont aujourd'hui avec Santé BD ou avec le facile à lire à comprendre, et la formation indispensable pour l'accompagner, seront automatiquement des phases indispensables à pouvoir porter à échelle de chacun un petit peu des départements. Voilà. Comment aujourd'hui on est dans l'anticipation, comment on est dans l'adaptation, comment on est dans l'accompagnement avec un grand A, parce que si on ne fait pas preuve de pédagogie sur l'accompagnement, comme disait Madame Abzi, on va automatiquement laisser des gens sur le bord de la route. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas éventuellement monter dans le véhicule, mais ils n'ont pas non plus les clés pour pouvoir y être intégrés à hauteur de ce qu'ils pourraient y apporter. Et après, il y a ceux qui, malheureusement, sont tributaires éventuellement de gens qui vont le porter à leur place parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Ça me semble aussi évident de le dire, quoi. Alors, est-ce que justement, dans le secteur médico-social, de nombreuses personnes sont confrontées à des situations de handicap de toutes sortes ou des personnes qui sont plus âgées et qui ont quelquefois moins accès facilement au numérique? Est-ce que justement, il y a une attention particulière à porter aux droits des usagers et du coup, la place qu'ont les aidants pour justement accéder à des informations? Donc, comment la place des aidants, comment vous la situez et là aussi, quelle est la part, je dirais, de secret, enfin, tous les cas, c'est toujours un petit peu cette ambiguïté qui était évoquée dans ce je le laisse toujours. On avait eu effectivement, voilà. Je le laisse toujours à la compétence de la personne. En fait, je vais dire que moi, si demain j'ouvre éventuellement mon espace santé, je veux dire qu'il m'appartient, il est de ma responsabilité.
Et on voit bien aujourd'hui la difficulté qu'on a par rapport éventuellement, si on prend éventuellement la position au niveau des EHPAD, entre un projet personnalisé quand on rentre en EHPAD, qui est le projet du résident accueilli, dans le libre choix de pouvoir justement faire les activités qu'il souhaite, on voit bien que très très vite, dès qu'on y met une dimension familiale ou de l'aidant, ça peut complexifier les choses parce qu'à un moment donné, il y a aussi une autorité de la famille qui peut se prendre sur un résident et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Tant qu'une personne a la capacité affective, cognitive, motrice de gérer son consentement dans le libre choix, que ce soit pour une intervention au niveau d'un hôpital ou que ce soit pour son projet personnalisé, bien sûr qu'on a besoin de l'accompagnement de la famille et des aidants, mais c'est de son projet qu'il est question. Donc, je considère qu'il faut absolument respecter cette dimension très singulière de la personne concernée. Merci beaucoup, je pense, pour ce message fort que vous exprimez. Alors, on va s'adresser maintenant aux formateurs. Donc, Sylvie, je vais te passer la main. Merci. Voilà. Donc, merci pour cette belle présentation, Monsieur Charpentier, en tout cas, et de nous rappeler aussi la définition de la santé selon l'OMS, hein, qui dit bien-être, la santé, c'est un bien-être physique, psychique et social, ce qui, bien sûr, inclut le secteur sanitaire, mais aussi le secteur médico-social et le secteur social, la protection de l'enfance, tout ce qui est insertion. Voilà, donc moi, je reviens quand même un petit peu aux écrits professionnels, le dossier informatisé. Donc, je vous ai listé différents écrits qui, selon moi, sont directement impactés par le dossier informatisé parce qu'on va recueillir de l'information dans ce logiciel et surtout que certaines choses, on va les faire différemment. L'outil va remplacer, par exemple, le cahier de transmission ou le fichier Excel et il va intégrer tous les éléments du projet personnalisé et il pourra aussi remplacer certains supports de communication avec les partenaires, notamment la messagerie sécurisée. Elle doit bien apporter cette sécurité liée à l'information. Et donc, on ne va peut-être plus utiliser nos messageries habituelles. Une autre petite liste d'écrits sont aussi impactés, mais selon moi, de manière indirecte, notamment le rapport d'aide à la décision. Alors, par exemple, ce sont tous les rapports qui accompagnent une demande, par exemple l'ordonnance de placement pour un enfant, ou une demande de prestations sociales. Et dans ces rapports-là, oui, on va chercher de l'information dans le dossier informatisé, mais le travailleur social doit aussi analyser cette information, apporter son expertise, et surtout se positionner et faire des préconisations. Donc, voilà, un logiciel ne va pas pouvoir faire ce travail-là. Donc, ça, c'est important. On va aussi trouver des informations pour le rapport d'activité, mais pour moi, le dossier informatisé, ce n'est pas sa fonction première de nourrir le rapport d'activité ou de faire un diagnostic pour rédiger le projet d'établissement. Alors, l'intérêt du dossier informatisé, je vais passer assez vite parce que Najia l'a bien cité. Un intérêt, c'est que l'information est structurée autour de la personne accompagnée. Et peut-être il y a d'autres outils où l'entrée, c'est la personne et non pas l'équipe ou les professionnels. Mais pour moi, le dossier informatisé, l'entrée, c'est vraiment, tout est articulé autour de la personne et c'est ça que je trouve intéressant. On ne prend pas comme entrée l'organisation du travail d'équipe, par exemple. Alors, l'information peut être retrouvée facilement, partagée, bien sûr, c'est sa fonction première de partager l'information. Et ce partage, selon moi, est intéressant quand on a plusieurs sites géographiques ou alors dans l'accompagnement à domicile, bien sûr. Le partage d'informations est intéressant aussi dans tout ce qui est logique de parcours. Vous savez, quand les personnes
accompagné, parfois, ils passent d'un établissement à l'autre et avec un dossier de ce type, peut-être, elle n'aura pas besoin de raconter son histoire ou sa vie à chaque fois. C'est lourd aussi. Et le professionnel aura directement les informations concernant donc l'accompagnement à proposer. Cet outil permet à toute l'équipe d'écrire. Et précédemment, des personnes, par exemple, comme les auxiliaires de vie à domicile, étaient parfois exclues de cette écriture collective. Voilà, donc bien sûr, il y a la question de la sécurité, de la protection. Je passe un peu vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Pour moi, un bénéfice secondaire, c'est la prise de conscience de l'importance de l'information. C'est bien parce qu'on a un outil informatique que d'un seul coup, on réalise, ben oui, l'information, la donnée personnelle, elle est importante, il faut la protéger. Et il y a tout un travail qui doit se faire autour de cette question-là. Le dossier informatisé va aussi parfois obliger, ou peut-être à chaque fois, nous obliger à réorganiser certains outils, notamment les réunions. Voilà, j'en profite pour dire que ce type d'outil n'a pas pour vocation de supprimer les réunions, mais bien d'en exploiter la substantifique moelle, c'est-à-dire de passer moins de temps à échanger des informations voilà, classiques pour passer plus de temps dans l'analyse, la synthèse, la réflexion. Il faut peut-être réorganiser les outils de travail, de communication, pardon. Et comme Najia nous l'a dit, il faut retravailler aussi la façon dont on écrit, ce qui suppose parfois des formations aux écrits professionnels avant même de se former à l'outil. Et effectivement, pour moi, la loi RGPD, le Règlement général de la protection des données personnelles, renforce la loi 2002 parce qu'il va protéger de manière sensible des informations des usagers. J'avance sur la question des risques. Alors, les risques, avec ce genre d'outils, j'aimerais quand même en parler. Il y a un risque pour l'usager de cliquage et de stigmatisation. Lors des premiers outils informatiques, les travailleurs sociaux se sont levés. Voilà, et comme ils savent bien faire, ils ont combattu contre l'informatique à cause de cette question-là, tout au début, dans les années 2000. Il y a un autre risque, à mon avis, c'est important d'en être conscient, qu'on mette peut-être, on risque de mettre les gens dans des cases, cocher des cases, les fameuses cases, parce qu'un logiciel dans sa logique, il est conçu pour traiter des situations générales. Donc, il va quand même chercher au maximum d'intégrer toutes les situations générales, mais dans le travail social, pour un travailleur social, il ne traite que des situations singulières. Chaque personne est singulière et donc, il peut y avoir un risque là de classification dans les cases. L'autre risque pour l'usager, c'est bien sûr le non-respect de sa vie privée et de ses données personnelles. Alors, pour le professionnel, eh bien, j'ai vu quelques éléments auxquels il faut veiller, à mon sens. C'est de ne pas rentrer dans des automatismes, notamment au moment de la saisie. Bon, après, la question des automatismes, je dirais, elle concerne chaque tâche répétitive. Mais l'outil informatique, il est conçu, vous savez, pour qu'on ait un usage réflexe. Aujourd'hui, les applications, voilà, on clique là, on clique, et hop, c'est fait. C'est vraiment les outils qui sont conçus pour qu'on les utilise de manière réflexe et pas forcément réfléchie. Un autre élément, c'est le clivage au sein des équipes. Le risque de clivage entre ceux qui sont pros pour l'outil et ceux qui sont contre. La dispersion de l'attention peut être un risque parce qu'on a différentes choses à gérer et l'écran s'interpose aussi et capte notre attention.
Voilà, et puis il y a la question de la traçabilité et le professionnel va parler parfois de flicage. Donc tout ça, c'est des questions à aborder. Je n'ai pas traité les risques pour les institutions, il y en a certainement, mais ça m'aurait amené trop loin. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire face à toutes ces questions? Bien sûr, il est nécessaire de développer ses compétences. Et moi, j'ai vu 4 types de formation parce que j'ai vu 4 types de publics. Un premier type, c'est l'intervenant social. Un autre, c'est l'encadrement. Bien sûr, il faut des chefs de projet pour déployer ces logiciels-là. Et là aussi, c'est d'autres compétences. Et j'inclus, bien sûr, la formation de la personne accompagnée, de leur famille, si c'est nécessaire. Alors, en termes de compétences, pour moi, j'ai surtout mis la nécessité de comprendre l'usage. En premier lieu, il faut comprendre ce qu'on fait. Et en deuxième lieu, il faut faire, c'est-à-dire d'abord je comprends et ensuite je développe mes compétences techniques pour travailler sur l'outil. Bien sûr, les compétences métiers sont touchées. J'en ai vu 2, mais il y en a certainement d'autres. Celle de l'écriture professionnelle, on en a parlé, et la compétence concernant l'accueil. Je m'explique, dans certaines situations, dans certains établissements, voilà, on a un panel très très large d'établissements, le travailleur social va accueillir la personne et faire en direct de la saisie de ces informations sur l'ordinateur. Et là, il faut sensibiliser les intervenants, selon moi, pour qu'ils n'oublient pas de regarder la personne dans les yeux, pour qu'ils ne soient pas happés par l'écran et par la difficulté peut-être de manipuler l'outil, qu'ils soient vraiment présents. Voilà, je vais rapidement vous afficher les compétences pour l'encadrement sans forcément les développer parce que le temps nous manque. Le responsable du projet également. Et puis, les compétences pour la personne accompagnée, j'en ai vu 2. Il faut effectivement comprendre de quoi il s'agit. Et puis, développer fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va passer donc à Olivier. Donc, Alors, au programme, je vais vous faire une petite présentation de la société assez rapide. Ensuite, je vous expliquerai comment un éditeur adapte un logiciel aux exigences notamment du RGPD. Et en parallèle, on parlera aussi de la remontée des différents besoins des structures qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap. Ensuite, on abordera tout ce qui va être lié à l'espace numérique et à la trajectoire numérique avec les différents socles. Et ensuite, on verra tout ce qui va concerner la formation, l'accompagnement. Et un thème qu'on a déjà abordé aussi, c'est la communication avec les personnes accompagnées et leur entourage, et ainsi qu'avec les autres structures. Pour la société Teranga Software, c'est une société qui est née il y a plus de 14 ans et qui a été créée par monsieur Philippe Talani. Alors, au départ, on a proposé un seul logiciel qui était NetSoin à destination des EHPAD. Donc, c'était un logiciel web qui se voulait assez innovant pour l'époque. Donc, c'était toute la gestion du dossier médical de la personne accompagnée. Donc, on avait tout ce qui était administratif, médical, soins. Bien sûr, par la suite, on a étoffé la solution en proposant notamment le projet personnalisé, les activités, des rendez-vous. Enfin, on a vraiment étoffé la solution. En plus de la solution NetSoin, on a fait une suite logicielle pour pouvoir gérer tout ce qui était la facturation, les gestions des files d'attente des personnes, les agendas des intervenants. Donc, ça a créé aussi le logiciel du planning. On a mis en place aussi des interfaces avec les pharmacies, les biologies. On a mis des tablettes à disposition des professionnels. Donc, on a fait vraiment évoluer les applications, mais plutôt orientées sur le secteur donc, des personnes âgées pour les EHPAD. Et donc, on a eu une association qui s'appelle Fondation Partage et Vie,
qui, quant à elle, avait dans son association des établissements de type MAS, femmes. Donc, ils ont pris la solution NetSoin pour ces établissements-là, en plus de leurs EHPAD, et on a commencé à échanger avec eux sur la possibilité de faire évoluer l'application sur les établissements handicap. Et donc, très rapidement, on a pu répondre à des demandes pour des MAS, pour des femmes. Après, on a des établissements pour enfance, on a eu aussi des ESAT. Donc, tous ces établissements-là différents avaient des spécificités différentes. Donc, on s'est dit, on va scinder le logiciel finalement en deux parties. Une partie NetSoin qui va répondre aux besoins des établissements de type EHPAD et une partie NetVie qui, elle, va s'orienter pour tous les établissements de type handicap. Alors, quand je parle de type handicap, c'est tous les établissements pour lesquels il faut une notification MDPH. Et aujourd'hui, on répond à tout ce qui va être MAS, femmes, IME, foyer de vie, foyer d'hébergement, ESAT, SAVS, pour la faire courte. Et aujourd'hui, donc, Teranga, on équipe 3800 établissements, donc que ce soit EHPAD et établissements handicap mélangés. Et maintenant, la société a plus de 90 collaborateurs un peu partout en France, notamment plus d'une vingtaine de formateurs pour justement pouvoir déployer la solution. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'impact du RGPD sur une société comme la nôtre. Au final, le RGPD a eu un impact assez mineur puisque dès le début de la solution, tout ce qui était lié à la protection des données, c'était un élément sur lequel on faisait très attention. Donc, par exemple, on avait une gestion des droits qui était très fine, ce qui permettait à un utilisateur d'avoir accès uniquement à ce dont il a besoin dans l'application et pas au reste. On utilisait des protocoles pour les données qui étaient HTTPS, donc au même niveau que les banques. On était très tôt sur des serveurs HDS, donc c'est des hébergements de données de santé. Donc, toutes ces données-là étaient sécurisées, la gestion des mots de passe, etc. En fait, la plus grosse partie qu'on a eu à faire, c'est l'information auprès de nos utilisateurs, c'est-à-dire leur proposer des documentations, parce qu'eux aussi, ils sont acteurs de cette protection des données. Donc, tout ça, c'est surtout de ce côté-là que nous, on a dû proposer des choses. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était lié aux différents besoins des structures qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap. Alors finalement, ces besoins des structures, comment on fait pour le recueillir? Eh bien, ça va passer par nos collaborateurs. Donc, on a tout ce qui va être le SAV, donc la hotline, nos formateurs qui sont sur le terrain, nos chefs de projet qui font les déploiements, nos équipes commerciales. Et toutes ces personnes-là nous font remonter les demandes via un outil de ticketing. Ensuite, on va pouvoir étudier ces demandes et les développer si nécessaire. Donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, on met en place des ateliers utilisateurs, c'est-à-dire qu'on fait des réunions directement avec les personnes, soit sur des thématiques bien définies, soit sur des sujets libres. Donc, ça va permettre soit d'apporter de nouvelles fonctionnalités dans l'application, soit d'en modifier qui n'étaient pas forcément pratiques. Et le troisième biais, c'est l'immersion. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis parti dans un établissement en France pour être au quotidien avec des éducateurs spécialisés et voir comment ensuite on pouvait adapter le logiciel pour toujours leur simplifier la vie au quotidien. On fait 2 mises à jour par an justement pour pouvoir développer ces éléments-là. Je précise juste que les mises à jour ne sont pas payantes, elles sont comprises dans le contrat de maintenance des établissements, donc ils n'ont pas à payer sur leur participation. Ensuite, on va aborder les éléments concernant les services socles. Alors, nous, on est en ligne sur les différents services qu'il faut qu'on propose. Alors forcément, ça a un impact quand même assez important dans notre organisation, puisqu'il y a beaucoup d'éléments réglementaires du coup à proposer, sachant que nous, en plus, on doit passer une certification pour ce qui s'appelle le marquage CE, donc c'est lié au logiciel de prescription dans l'application. On passe aussi une certification à l'AP en parallèle, donc ça fait beaucoup d'éléments à proposer dans un temps assez court. Cependant, on a des services qui sont déjà disponibles. Donc, par exemple, le DMP, on a déjà fait les installations de plus de 1500 clients chez nous. On a mis en place aussi l'INS. Donc, on peut lier un résident à l'INS en appelant la plateforme adéquate. On a aussi la messagerie de santé sécurisée. Dans la prochaine version, on pourra faire la connexion dans l'application via ProSanté Connect, notamment avec les cartes ICPS. On a mis en place aussi une interface via Trajectoire
Donc, via Trajectoire, il y a 2 versions. Il y en a un pour le pôle âgé et un pour le pôle handicap. Donc, pour l'instant, on est interfacé pour le pôle PA. Et pour le pôle PH, le cahier des charges est toujours en cours. Donc, pour l'instant, on n'a pas pu commencer l'interface. Télémédecine, pareil, on travaille avec différents acteurs avec lesquels on fait des interfaces pour pouvoir récupérer notamment les comptes rendus. Et sur ce qu'on travaille du coup pour cette année et sans doute l'année prochaine, c'est la e-prescription. On étudie des plateformes régionales de e-parcours. Donc, il faut savoir que chaque région peut potentiellement avoir son propre logiciel. Donc là, on souhaiterait étudier Prédis et Monsisra. Et on travaille aussi sur le dossier de spécification de référencement, donc le DSR. Donc en fait, c'est une liste de fonctionnalités auxquelles le logiciel doit répondre. Et donc là, par contre, c'est vraiment des fonctionnalités qui seront directement disponibles dans l'application. Donc là, c'est un calendrier que je vais passer. C'est un peu la roadmap qui est liée à tous ces services socles. Ensuite, on avait une thématique qui était donc comment former et accompagner les différents professionnels pour une bonne utilisation du DUI en interne. Alors, je schématise le plus simplement possible, parce que bien entendu, ça peut être un peu plus complexe que ce que je vous présente. Mais grosso modo, on va avoir 3 phases. On va avoir une phase avant la formation et après la formation. Donc, avant la formation, on a un chef de projet qui est dédié à l'association, qui va être de bout en bout du projet. Et son objectif, ça va être de faire un audit pour chacun des établissements, ce qui va permettre derrière, grâce à cet audit, de faire un paramétrage dans l'application, spécifique pour chaque établissement et service, et aussi de pouvoir préparer les formations en faisant des schémas de formation adaptés en fonction des typologies des structures. Donc la formation a lieu. Le schéma classique qu'on va avoir pour un établissement notamment médicalisé, c'est qu'on va avoir 4 jours référents, c'est-à-dire que pendant 4 jours, on forme les mêmes personnes, donc c'est une douzaine de personnes qui seront du coup des référents dans l'établissement. Donc on les forme à un maximum de choses dans le logiciel. En principe, ce sont des personnes qui sont quand même assez, qui ont quand même des facilités avec l'informatique notamment. Une fois qu'on a fait les équipes référents, donc on va dire sur la première semaine, la deuxième semaine, on attaque la formation de tout le reste des équipes. Donc ça va fonctionner soit par demi-journée, soit par journée, ça va dépendre des catégories professionnelles. Si c'est une infirmière ou un éducateur, on va adapter bien sûr le contenu. Et donc ça va durer d'une demi-journée à une journée. Pareil, c'est des groupes de 10 à 12 personnes. Donc on va dire qu'en 2 semaines, on a formé un maximum des personnes de l'établissement. Et comme on l'avait indiqué tout à l'heure, une fois que les personnes sont formées, il faut commencer à utiliser le logiciel. Donc, il faut savoir qu'en plus, pendant la formation, on utilise une base de test pour faire des essais, mais on utilise aussi la base réelle pour commencer à remplir les données. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 semaines, on peut commencer à utiliser le DUI au sein de l'établissement ou du service. Et l'après-formation, comment on assure le suivi? On a un SAV qui est dédié avec un système de ticketing directement dans l'application. On a le chef de projet qui continue à suivre les personnels. On peut mettre en place des formations complémentaires, donc 1 jour à 2 jours par an, si besoin. Et on a des systèmes aussi d'aide en ligne directement dans l'application, avec des fiches explicatives, etc. Et à l'avenir, on va proposer des vidéothèques et des outils d'aide pas à pas directement dans l'application. Alors, concernant la communication avec les personnes accompagnées, alors là, pareil, je vais faire vite parce que je pense que j'ai pris un peu de temps. Nous, en fait, on prévoit un outil qui s'appelle NetKiosque. C'est une application mobile qui sera Falke compatible, qui sera à destination soit des personnes accompagnées, soit de leurs aidants. L'idée, c'est de pouvoir partager un fil d'actualité, c'est-à-dire que l'établissement pourra faire passer des photos, ou faire passer des informations générales sur ce qui se passe au sein de l'établissement ou du service. On aura aussi un cahier de liaison qui sera quant à lui spécifiquement sur la personne accompagnée. Donc ça veut dire qu'on voudra échanger des informations sur la personne accompagnée, soit avec elle-même, soit avec ses aidants. On pourra faire remonter automatiquement du logiciel les projets d'accompagnement, ainsi que son agenda. Donc toutes ces informations-là remonteront automatiquement. C'est un logiciel qu'on étoffera au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, on va se rester sur ce périmètre.
Et du coup, il y avait un dernier point, c'était concernant le partage d'informations avec les autres structures sanitaires et médico-sociales. En fait, ça va dépendre si elles ont NetSoin ou Medvi. Si elles n'ont pas ces logiciels-là, ben la communication va se faire par des systèmes d'interface, soit par des messageries sécurisées, soit des interfaces qui envoient le DLU directement dans un hôpital. Si elles ont NetSoin, Medvi, mais qu'elles ne sont pas de la même association, et en imaginant qu'on est une personne accompagnée qui change de résidence, ben à ce moment-là, on a la possibilité de transférer le dossier. Et enfin, si on est au sein d'une même association, on a des outils internes dans l'application qui permettent de communiquer avec une autre structure. Donc, bon, là, j'ai fait une présentation rapide de tous ces éléments-là. Si jamais il y a des personnes qui pourraient être intéressées sur ce que propose notre société, je vous laisse à votre disposition une adresse mail. N'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit pour une démo, pour répondre à différentes questions. Alors, bon, merci à vous. Une question qui s'affiche là. À quand l'interopérabilité entre les éditeurs pour introduire? Alors, les interopérabilités entre les différents éditeurs, alors ça dépend de quels éditeurs on parle, parce qu'il y en a tellement. Mais après, ça passe surtout par des interfaces. Parce que, par exemple, on peut avoir des interfaces avec des logiciels de comptabilité ou de paye. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà, par exemple. Ou avec un peu des interfaces avec des logiciels de biologie, de pharmacie. Après, on a aussi des interfaces spécifiques avec des éditeurs, mais sur le même créneau. C'est-à-dire, si par exemple, vous aviez un logiciel et que vous voulez passer sur le nôtre, on a des outils qui nous permettent parfois de récupérer certaines données, en accord, bien entendu, avec les établissements. Mais après, c'est un sujet très, très large. Ouais. J'aurais une question, Madame Pensée, peut-être à Monsieur Chéré. Oui, bien. J'ai fortement apprécié un petit peu donc, toute la déclinaison un petit peu autour du volet du numérique. Donc, je le ressens très, très performant sur la dimension individuelle de la personne. Oui. Mais je pense que dans le net kiosque aujourd'hui, du regard qu'est moi, hein, président de France Asso Santé et de l'usager concerné par les établissements que vous avez en lien, rien sur le net kiosque défense des droits, rien sur les conseils de la vie sociale. Je veux dire, aujourd'hui, je m'excuse, mais enfin, je ne vois pas comment on peut travailler dans la dimension individuelle sans aborder la dimension de la loi de 2 janvier 2002, l'obligation de mettre des conseils de la vie sociale, la défense des droits des usagers dans les établissements aussi bien médico-sociaux, et je ne parle pas des EHPAD avec la misère des CVS aujourd'hui. Et je me dis que là, sur ce qu'on partage aujourd'hui et du regard qui est le mien, c'est dommage. Après, le sanitaire a aujourd'hui organisé la présence des usagers dans les commissions d'usagers, dans la médiation, dans le regard sur les plaintes et réclamations. Là, ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat. On développe tout un dispositif et à un moment donné, dans ce dispositif, la défense des droits des usagers, sur les instances qui sont inscrites dans la loi, sur l'obligation de les mettre en place, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité dans le net kiosque de pouvoir y intégrer également ce volet-là? C'est une question parce qu'elle me paraît manquante. Après, c'est une solution qui est toute récente. Et on travaille en collaboration avec une association qui fait la phase pilote, donc de test. Après, c'est des éléments qui n'auraient pas tellement de difficultés à intégrer dans l'application. Mais voyez que dans le paradigme et dans le changement de paradigme, c'est de considérer justement que les opérateurs techniques que vous êtes, d'entrée de jeu, qu'on puisse mettre l'ensemble des acteurs autour de la table dans la réflexion. Et aujourd'hui, un établissement, c'est le projet individuel, c'est la place de la famille, c'est la place de l'aidant et c'est la défense des droits. Mais après, dans ce projet NetKiosque, il n'y a pas que l'éditeur, hein, il y a l'association. L'établissement qui est pilote, c'est un établissement en France. Et il y a aussi les parents qui ont été sollicités. D'ailleurs, il y aura une réunion la semaine prochaine qui réunira toutes ces personnes. Rien sur l'instance qui est une instance dans la loi avec un décret.
avec une obligation de la mettre en place. Voilà, c'est tout. Moi, du regard que le mien aujourd'hui, je trouve votre outil super merveilleux et pour les professionnels d'une performance extrême. Mais attention, il y a toujours la dimension des principaux qui sont concernés. Le résident est concerné, sa famille est concernée, individuellement certes, mais sur également la représentation au niveau de la démocratie en santé. Très bien. Nadia, est-ce que dans la démarche que vous avez eue aussi, comment les représentants des familles sont partie prenante aussi de l'évolution du dossier usager que vous avez déjà mis en place? Je rejoins tout à fait Monsieur Charpentier. En fait, la place de la famille est très importante comme l'usager, mais je suis désolée, mais cet outil est vraiment, vraiment en fait un outil pour les professionnels. C'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire. Ils sont partie prenante. On en a parlé au CVS. On leur a présenté via un PowerPoint la présentation de dossier en fait usager informatisé, et ils sont à la demande. Ils sont à la demande justement pour être impliqués, pour pouvoir en fait s'impliquer dans la collaboration avec les professionnels, dans l'échange, la messagerie, le projet personnalisé, le recevoir via messagerie. On n'en est pas encore là, quoi, parce que déjà c'est un grand travail, un long travail avec les professionnels déjà à la base. Ça nous a mis 2 ans pour qu'ils aient en fait maîtrisé ce logiciel qui est très complet. Et je pense que le deuxième travail à faire, c'est justement, comme disait M. Charpentier, mettre vraiment l'usager au centre justement de ce dispositif de logiciel, parce que pour l'instant, ils ne sont pas partie prenante, quoi. Ils ne sont pas partie prenante. Et les familles, il y a aussi un travail aussi à faire. Nous, on avait même pensé de les former à une API, de pouvoir en fait laisser de la place aux familles pour pouvoir les former sur ce logiciel. Mais pour l'instant, aujourd'hui, non, c'est en cours. Là, nous, c'est en cours, mais on n'est pas du tout, en fait, on n'a pas été du tout aidé par rapport à cette partie au niveau des parents et des usagers. C'est vraiment un outil pour l'instant, là, c'est un outil pour les professionnels. C'est le partage de formations, comme disait Madame Boss, le partage des informations, la traçabilité, le DLU. Et après, peut-être, c'est dommage, parce que bon, les usagers sont mis de côté pour l'instant. Et on a essayé avec les personnes en situation de handicap léger, et je vous assure, on les a mis devant l'écran, devant les logiciels. Non, ils étaient perdus. Ils sont perdus, ils ont du mal à se retrouver, quoi. C'est très compliqué quand on leur dit c'est leur dossier, accès à leur dossier, même ils ne comprennent pas. C'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait vraiment l'adapter pour eux, parce que et puis oui. Est-ce que l'interface justement du projet personnalisé dans mon espace santé va pouvoir en partie, je dirais, compenser ce qui aujourd'hui n'existe pas encore, qui est l'accessibilité? Non, il doit être repensé, il doit être retravaillé. L'interface doit être retravaillée. Là, il est travaillé justement pour les professionnels, pas du tout pour les usagers. On a fait l'expérience, on a voulu voir, on a mis des usagers face à l'écran. Non, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal, quoi. Ils ne sont pas du tout, en fait, pas du tout impliqués dans l'utilisation de ce logiciel. Ou encore à la consultation d'informations, quoi, par les usagers ou par leur famille. Et puis l'usager, justement, quand il est face à ce logiciel, il reste encore trop passif dans son parcours de soins. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail dans les éditeurs. Il a été pensé pour les professionnels. Jean-Louis, est-ce que tu as vu des questions qui pourraient, avant de terminer, être Alors, il y avait la question à un moment donné du droit à l'image, où les personnes se posaient la question de savoir qui c'est qui pouvait décider. Les réponses qui ont été données dans le chat mettent en avant la question du contrat de séjour dans lequel ça doit être posé, mais aussi la demande d'autorisation à l'image aux personnes concernées. Donc, il y a ces deux axes principaux qui sont amenés. Donc, je pense qu'il y a eu une acceptation de la réponse par les différentes personnes. Une deuxième question à laquelle
on pourrait peut-être aussi avoir une réponse. C'est la question de l'interopérabilité, à savoir est-ce qu'il y a des normes techniques qui permettent à un moment donné aux différents logiciels d'être interopérables entre eux. Il existe une norme technique proposée par l'ANS aujourd'hui qui met en avant effectivement cette dimension de normes pour permettre aux éditeurs que cette interopérabilité soit possible. Mon avis sur le droit à l'image, puisque bon, je fais partie d'une association qui est la FM Téléthon, donc je veux dire que le Téléthon, et par rapport à l'image, je veux dire que c'est en permanence la télévision, les reportages, il est systématiquement pratiqué sur un consentement et un avis accepté de toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir être en témoignage ou filmées. Donc, ça peut se pratiquer sans problème avec, bien sûr, l'avis, l'autorisation de la personne concernée. Exact. Ok. Alors, il est 18h03. Je pense que le sujet, on a fait que l'effleurer. Hein. J'invite tous les participants qui n'ont pas encore pu faire la totalité du module 2 de revoir effectivement les contenus proposés. Il a été question beaucoup de certains outils qui seront développés dans le module 3, notamment le DMP, Mon Espace Santé, qui vient d'ouvrir, je dirais, cette semaine ses portes. Et donc, voilà. Donc, je pense que dès demain, vous aurez accès à la suite de ce qu'est aujourd'hui et de toutes les interfaces auxquelles le dossier usager informatisé va pouvoir donner accès. Alors, je pense que les demandes du représentant des usagers qui est là présent aujourd'hui, il me semble important que chacun s'en saisisse, puisque les usagers sont très minoritaires à notre webinaire. Bien sûr, on a le souci d'en inviter un chaque fois représentant, mais j'espère qu'on va retenir les propos et les demandes que vous avez formulées, Patrick Charpentier, au nom de tous les usagers, de toutes les personnes accompagnées, effectivement, qui aujourd'hui peuvent peut-être moins s'exprimer que vous. Voilà, donc on va retenir votre demande, votre message, et je pense que dans les semaines qui suivent ce MOOC, on va avoir effectivement ce souci de mettre la personne accompagnée, je dirais, au centre des préoccupations des équipes, et on espère aussi que les éditeurs, dans les évolutions des logiciels, auront à cœur aussi d'avoir une ergonomie et fonctionnement, je dirais, qui permettra aux usagers d'accéder à leurs dossiers, à leurs données informatisées, effectivement. Alors, en tous les cas, je remercie beaucoup Patrick Charpentier, Sylvie Boss, Nadia, Olivier, donc pour leur participation. Je remercie tous les participants. Il y a eu beaucoup d'échanges dans les chats. Merci à Jean-Louis qui a fait quelques réponses et aux personnes qui se sont répondues. Merci donc au grade. Vous voyez, il y a le grade ESEA qui est présent, M. Charpentier aussi. Voilà, donc l'Aquitaine, on a beaucoup de régions représentées. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour ce webinaire. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire puisque c'est un choix que nous avons fait. Par contre, il y aura un rendez-vous pour échanger toujours sur les outils socles et leur interface avec justement le dossier usager dont on vient de parler aujourd'hui. Rendez-vous pour le webinaire du 22 février qui portera sur le téléaccompagnement, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de télémédecine, de télésoins, mais dans le secteur médico-social, des pratiques de téléaccompagnement se développent. Et donc, rendez-vous le 22 février pour aborder cette question du téléaccompagnement, où là aussi, la personne accompagnée va être au cœur, j'espère en tous les cas, de cette pratique de téléaccompagnement. Merci encore et bonne soirée à tous.